Je me permets d'accueillir un des piliers de la rédaction de la revue Perspective Libre. C'est une de ses premières prises de parole. Je ne vais pas faire son panégyrique, j'aurai, je pense et je l'espère, l'occasion de le faire à de multiples reprises. Et disons que Clément Nguyen est un des grands spécialistes en devenir de la géostratégie américaine et de la géopolitique africaine. Merci mon camarade. Alors, quand Pierre-Yves m'a demandé de faire cette intervention sur la politique étrangère française, ses erreurs, ses reniements, j'ai essayé de chercher des mots, des simples mots, par discussion aussi avec des personnes, quels mots revenaient le plus souvent pour définir la politique de Sarkozy et de Hollande mélangés. Donc il y a alignement, suivisme, reniement, soumission. Ces mots revenaient le plus souvent. Et puis j'ai cherché naïveté aussi. La naïveté. Et la naïveté en politique étrangère est quelque chose de fatal, notamment pour les États. J'ai cherché des exemples du passé qui pouvaient se retranscrire aujourd'hui, des exemples de cette naïveté. Je suis remonté au choc pétrolier de 73. Comme vous avez le choc pétrolier de 73, au moment où les États arabes augmentent le prix du baril, les Américains demandent aux Occidentaux, on n'appelait pas encore Occidentaux, mais aux Européens, les Français et les Allemands notamment, les Anglais étaient un peu à part. Ils demandent de faire front uni contre l'OPEP, contre ces gens qui nous font un chantage énergétique. La France et l'Allemagne subissent embargo. Parallèlement, Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État, et William Simon, qui était secrétaire au Trésor américain, engagent des discussions bilatérales, discussions qu'ils avaient interdites eux-mêmes aux Européens, pour que l'agence monétaire saoudienne achète des bons du Trésor américain en dehors du circuit classique. Les Américains, ils adorent faire ce qu'ils interdisent aux autres. Plus contemporain, le dossier ukrainien. Les Américains poussent l'Union européenne et les pays européens à déclencher une série de sanctions en 2014 contre la Russie en raison de son attitude belliqueuse en Ukraine. Parallèlement, le commerce bilatéral russo-américain entre 2014 et 2016 augmente de plus de 10%. Encore une fois, les erreurs se payent cash, notamment pour nos emplois, pour certaines de nos filières agricoles et agroalimentaires en France. Deuxième exemple de naïveté géostratégique, l'attaque chimique de Damas au début septembre 2013 et la position belliqueuse et esseulée du président François Hollande. Naïveté pourquoi ? Le président Hollande n'avait pas vu avec qui la France menait la déstabilisation de la Syrie avec le Qatar depuis 2011. En 2013, le président Hollande n'avait pas vu que les Américains avaient fait une pression énorme pour une révolution de palais au l'émir du Qatar. L'émir du Qatar, Ahmad Ben Khalifa Al Thani, dépose, quitte le pouvoir, et est remplacé par un émir qui ne s'occupe plus de géopolitique, mais qui s'occupe d'acquisition financière, de financement caritatif. Mais la dimension géopolitique du Qatar, qui avait été vraiment très présente entre 2010 et 2013, est finie, notamment avec le renversement de Mohamed Morsi en Égypte, président des Frères musulmans. Le président Hollande ne voit pas ça. Le président Hollande ne voit pas que lorsque les Américains entament les discussions avec l'Iran au Sultanat d'Oman à Mascate pour le dossier nucléaire, avec les discussions bilatérales et les discussions 5+1 sur le dossier nucléaire, il ne comprend pas que les Américains renoncent. Les Américains, je veux préciser la Maison-Blanche, parce que les Américains, c'est une entité protéiforme, surtout en ce moment où il y a au moins 3 camps qui se tirent dans les pattes aux États-Unis. Il ne comprend pas que Barack Obama a tout simplement décidé de ne plus intervenir, de ne plus faire d'intervention directe militaire pour renverser Bachar al-Assad. Au final, l'attaque chimique se produit, un casus belli. Le président Hollande y voit un casus belli. Le président Obama attend, appelle le Congrès. Le président Obama n'avait pas appelé le Congrès. Il dispose d'une loi qui s'appelle le Syria Accountability Act,
que le président Bush avait signé en 2003, qui prévoit que l'Amérique peut attaquer la Syrie quand elle le veut, quand elle estime que la Syrie outrepasse ce que l'Amérique estime outrancier. Le président Obama ne le fait pas, sachant que le Congrès ne voterait pas pour une nouvelle guerre, comme ça a été le cas pour l'Irak. David Cameron fait de même, convoque la Chambre, fait une passe d'armes avec son homologue travailliste qui avait été, je pense, déjà travaillé avant, et décide de ne pas y aller. La France ne comprend pas. Elle avait signé à l'automne 2010 les accords de Lancaster House, qui prévoyaient qu'il y aurait vraiment une mutualisation et un alignement des forces franco-britanniques pour toute intervention sur le pourtour méditerranéen. Le président Hollande ne le voit pas. Pour parler de l'axe atlantique et de la relation avec les États-Unis, essentiellement avec l'OTAN, j'ai cité François Mitterrand qui avait dit, dans son temps, il y a une réalité, c'était à la fin des années 80, à l'époque, François Mitterrand était géopolitiquement plié par les États-Unis. Après 83 par l'Europe, il choisit l'Europe, donc c'est un choix. On peut le contester, mais il est là. Il avait dit dans son temps, il y a une réalité, l'OTAN, elle s'estompera. Il y a une virtualité, la défense européenne, elle s'affirmera. Je vous laisse regarder quel est l'état en 2016 de la défense européenne et le degré d'agressivité de l'OTAN, notamment en Europe de l'Est. Tout à l'heure, j'ai entendu, je crois que c'est Gabriel Galis, qui a parlé de la réintégration dans le commandement intégré fait par Nicolas Sarkozy en 2008. Le constat, c'est que la France était déjà revenue dans l'OTAN avant 2008, par réalisme opérationnel. Mitterrand, aussi bien que Chirac, l'ont validé, en sous-entendu feutré, ils ne l'ont jamais dit ouvertement. Mais Chirac, dont le chant du cygne gaulien, qui a été le refus de la guerre en Irak en 2003, ne saurait faire oublier ce qu'il a fait à la Serbie en 1999. Au mépris de la souveraineté des États, il attaque un pays qu'on peut considérer comme ami, tout en s'essuyant les pieds sur le général Franchet d'Esprey et l'armée d'Orient de la Première Guerre mondiale. Sans mandat onusien, il crée un État mafieux, le Kosovo, en total alignement avec la politique voulue par Madeleine Albright, et qui est une politique foncièrement anti-européenne. Mettre le feu dans les Balkans, c'est foncièrement anti-européen. Le président Chirac y souscrit. La France réinvestit peu à peu l'OTAN à mesure que l'Amérique s'en éloigne, au nom de ce qu'on appelle la doctrine du partage du fardeau. En janvier 2016, un texte est passé devant le Sénat français, qui prévoit une signature d'un document qui acterait définitivement le retour complet de la France dans les structures de l'OTAN, pas seulement le commandement intégré. La France, le retour complet de Paris dans l'Alliance ne marque pas seulement la faiblesse de la France, mais celle de l'Alliance, et marque la faiblesse des deux. Et je ne partage pas foncièrement l'idée de certains de nos experts et officiers français qui travaillent énormément sur l'OTAN. Je pense au colonel Olivier Kempf, qui considère l'OTAN nécessaire par simple perception que c'est un outil d'interopérabilité excellent. Je suis d'accord que c'est un outil d'interopérabilité excellent. Cependant, sur le plan stratégique, être dans la nasse de l'OTAN et des Américains, quel est l'intérêt pour la France? Je ne le vois pas, d'autant plus que la multipolarité devient de plus en plus un fait. Donc, la réintégration dans l'OTAN n'est plus qu'un suivisme organisationnel et géopolitique. Je pense que dans nos élites, essentiellement politiques, je vais essayer de mettre de côté les militaires, c'est un symptôme de la déstructuration mentale d'un vassal qui est content de l'être. Il est content de l'être. J'utilise à bon escient ce terme vassal car il renvoie à deux textes qui sont parus au milieu des années 90. L'un écrit par le géostratège américain connu sûrement de tous, Zbigniew Brzezinski, dans Le Grand Inchiqué, qui utilise le terme des vassaux pour les États européens. Absolument. De l'autre, une personne de l'administration américaine qui est passée à travers toutes les administrations, depuis l'administration Clinton 1 jusqu'à l'administration Obama 2, qui a fait un rapport en 1997 sur la nécessité de verrouiller l'OTAN, de l'élargir. Cette personne, c'est Madame Victoria Nuland. Victoria Nuland
Pour savoir quelle perception elle a des pays européens, il suffit de voir ce qu'elle a dit de l'Allemagne, de la position allemande et française sur le dossier ukrainien, lorsqu'elle a lancé son célèbre « Fuck the EU ». Fuck the EU, je pense que toute explication serait superflue. C'est un terme technique. C'est un terme technique américain. Bon, Elle est l'épouse de qui? de Robert Kagan. Vous l'avez cité tout à l'heure. Just a detail. Pas de souci. Avouez que c'était préparé. On ne s'est pas concerté. Ce qui fait que la France est aujourd'hui dans l'éternelle attente d'un comeback, ce que j'appelle un comeback géopolitique américain. Un comeback qu'on peut dater de la fin du départ du général de Gaulle en 70. Déjà à l'époque, Jean-François Revel, intellectuel anti-gaulliste, nous dit qu'il n'avait sûrement pas supporté la décision de 1966. D'ailleurs, c'est intéressant que 2016, pour les 50 ans de la décision de sortir, on veut le réintégrer. Je pense que, je ne sais pas si c'est une volonté de faire un pied de nez à l'ancienne France, de la part de nos dirigeants socialistes. Jean-François Revel, déjà dans Ni Marx ou Ni Jésus de 1970, disait qu'il fallait toujours s'inspirer de l'Amérique, toujours à l'avant-garde des révolutions, et toujours tourner vers l'avenir. Christine Ockrent ou Alexandre Adler disent exactement la même chose aujourd'hui. Donc, cette perception de la puissance américaine est très très mauvaise dans nos actuelles élites françaises. Washington, les gens ont envie de voir dans l'Amérique ce qu'ils ont envie. Washington, si on devait décrire Washington, ça serait Janus, essentiellement. Un être à deux visages. L'erreur stratégique, c'est le philosophe Thomas Molnar qui le disait, est d'exalter un visage en ignorant l'autre. Il n'y a pas une mauvaise et une bonne Amérique. Tout est contrepartie naturelle et complémentaire de l'autre. Je veux dire, c'est la même Amérique qui fait le plan Marshall en 1947. C'est la même Amérique qui fait l'attaque de l'Irak en 2003. L'argument avancé, c'est que oui, selon les administrations, il y a une idéologie plus mûre que l'autre, ou plus respectueuse des nations que l'autre. La maturation idéologique, ça n'existe pas. C'est soit elle s'impose, soit elle est en retrait. Le point médian idéologique, à voir, comme on dit. Les USA ils considèrent les États-Unis comme une puissance crédible, garante de la sécurité mondiale. Ce mot est important, garante de la sécurité mondiale. Ils le considèrent toujours. Or, nous assistons à une pleine crise du modèle anglo-saxon, aussi bien dans ses valeurs. Ces valeurs, là je renvoie au livre paru l'année dernière, Le mur de l'Ouest n'est pas tombé, de Hervé Juvin, qui décrit bien justement cette décrépitude des valeurs du modèle anglo-saxon, aussi bien dans ses prescriptions économiques et financières, notamment à travers le FMI qui annonce souvent des prévisions catastrophiques sur la Russie, des prévisions catastrophiques, si on n'applique pas ces programmes d'ajustement structurel, notre économie va s'effondrer. Bon, l'économie s'effondre quand on les applique, justement. C'est le cas de l'Égypte. L'erreur du FMI lorsque le défaut de paiement russe en 1998, où ils annonçaient un recul de moins 6%, au final on a eu droit à plus 4%. Bon, le FMI est toujours là, mais je note qu'il a sorti une récente étude intitulée « Est-ce que le néolibéralisme est efficace ?» Bon, il faut attendre 2016 pour faire un constat. Bon, mieux tard que jamais, me direz-vous. La supériorité morale américaine. L'Amérique dit toujours qu'elle a une supériorité morale et un intérêt supérieur à guider l'humanité. On constate ça de la présidence Kennedy à la présidence Reagan. On trouve la cité sur la colline où les gens observent, où l'Amérique sert de phare, de flambeau à toutes les nations. Or, il n'y a pas vraiment de différence entre Madeleine Albright et Donald Rumsfeld. Pourtant, ils sont deux camps opposés sur l'échiquier politique américain. Madeleine Albright, le comportement qu'elle a avec les Balkans n'est pas différent de ce que Donald Rumsfeld disait sur le Moyen-Orient. On est dans la pure arrogance morale, le messianisme démocratique. On peut remonter au début du siècle, c'est pareil. Vous voyez, lorsque le président Woodrow Wilson rentre en guerre en 1917, il le fait au nom d'une supériorité morale, d'un idéal que l'Amérique doit défendre. Lorsque le président Theodore Roosevelt
met en place son corollaire à la doctrine Monroe de mise en coupe réglée de l'Amérique latine, il le fait au nom de la supériorité morale américaine. Du président Carter, je note cette présidence Carter parce que c'est là où la notion de droit de l'homme vraiment prend son sens dans la politique américaine. Du président Carter à Obama, l'ADN reste le même. Et le mélange réalisme et idéalisme porté à son paroxysme par le mouvement néoconservateur qui a explosé sous l'administration Bush de 2001 à 2008, une forme de trotskisme libéral à usage externe. Pierre Asner, le politologue français Pierre Asner, appelle ça du wilsonisme beauté. Je trouve que l'adjectif est de trop. Le wilsonisme est toujours beauté. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Donc cette approche entre le messianisme et le réalisme, même un personnage comme Brzezinski, il faut lire 2 de ses ouvrages séparés déjà par 27 ans. Lorsque Brzezinski publie en 1970, Entre deux âges, l'avènement de l'âge technotronique exactement, il exalte l'humanisme rationnel postmoderne à l'échelle planétaire qui va acter la fin des États souverains. Je veux dire, la doctrine de la fin des États est quelque chose qui a fait des émules, même en France. Quelqu'un comme Bertrand Badi, qui enseigne à Sciences Po Paris, en a fait vraiment, ça a fait florès. Et de l'autre côté, on a le réalisme et le cynisme dans le grand échiquier. Réalisme cynique pour maintenir un hégémone américain. Un hégémone américain. Maintenant, je vais me reconcentrer plutôt sur la politique étrangère française, avec certaines de ces relations aujourd'hui que nous pouvons estimer, je dis en tant que patriote, contre-productives, et en tant que réaliste sur le plan géopolitique, totalement contre-productives. Le développement de la relation franco-saoudienne depuis 3 ans, la tournure qu'elle a prise. On a typiquement le cas d'une administration qui a confondu la diplomatie économique avec le fait de se faire acheter. La diplomatie économique, ce n'est pas parce que le ministère de la Défense vend des Rafales à l'émir du Qatar qu'en contrepartie, nous devons supprimer toutes nos lignes aériennes d'Air France à destination des marchés asiatiques pour que ce soit Qatar Airways qui les prenne. Totalement contre-productif. Ce n'est pas parce que M. Manuel Valls, quand il va à Riyad annoncer 10 milliards de contrats, tout d'un coup, le discours sur les valeurs de la République dans la poche, c'est valable que pour Bachar al-Assad, nous avons compris. Et Poutine, oui. Mais les valeurs de la République sont passées à la trappe. Il s'est fait de défenseur des entrepreneurs européens. Je me rappelle, c'était au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Bon, le cynisme, c'est une forme de réalisme, vous me direz. En contrepartie, l'Arabie Saoudite, en liaison avec la mairie très humaniste et très progressiste de Paris, annonce qu'elle financera le Grand Paris d'Anne Hidalgo, la métropole du Grand Paris. Des fonds d'investissement saoudiens vont allonger des millions de dollars pour le projet de Madame Anne Hidalgo. Bon, là évidemment, les valeurs passeront à la trappe, parce que Anne Hidalgo et le roi Salman, je ne pense pas qu'on peut les faire cohabiter dans un même cercle amical. De l'autre côté, nous devons être plus vigilants, notamment quand nous faisons des deals avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, des financements. Nous devons être vigilants sur les acquisitions qui sont menées. Mais les acquisitions, notamment immobilières, il y a une étude récente qui a été faite sur l'émir du Qatar et sa favorite, la Chera Moza, avec les razzias immobilières qu'ils ont fait en France. C'est quelque chose. Mais nous devons être vigilants sur les financements. Les financements à caractère caritatif, notamment, parce que ça fonctionne par le caritatif. Les financements des cultes, les financements des constructions de mosquées, la formation des imams, cela se présente toujours sous un visage caritatif, que ce soit chez les salafistes, parce que les salafistes saoudiens, ils ne s'appellent jamais wahhabites entre eux, donc c'est nous qui avons la perception de les appeler wahhabites, les salafistes saoudiens, aussi bien que d'une organisation que je considère plus dangereuse encore que les salafistes saoudiens, qui sont l'organisation des frères musulmans, qui font ça à travers l'UOIF, notamment, et aux vertus duquel nos pouvoirs
notamment un de nos anciens premiers ministres et futurs candidats à la primaire des Républicains, sont très proches depuis les années 90. D'abord, ça a été les frères musulmans tunisiens, avec Enarda, où ce futur candidat à la primaire des Républicains s'est entiché. Puis, pour la doctrine économique aussi de ces organisations. L'organisation des frères musulmans, c'était le juge Trévidic, après les attentats du 13 novembre, avait dit « Il faut arrêter de se voiler la face, nous sommes très complaisants avec l'islam politique et les extrémistes, car ils sont libéraux économiquement. » C'est une phrase qui est passée comme ça sur le plateau. Bon, Pujadas n'a pas tilté, mais Pujadas, il tilte, je ne sais pas quand il tilte. Ce qu'il veut. Il tilte ce qu'il veut. Ce qu'il peut. Il tilte ce qu'il peut. Mais la doctrine des frères musulmans, dans le caritatif et dans l'entrepreneuriat islamique, comme au sens de Max Weber, procédure de décharge de l'État. Nous avons vu l'exemple en Égypte, lorsque le président Sadat a fait son ouverture économique à partir de 1974, les frères musulmans ont accaparé des pans entiers de l'économie de l'ancienne Égypte nassérienne. Et ils se sont construits une base politique à partir de cela. Nous avons vu cet exemple en Turquie, où les tigres anatoliens, ce qu'on a appelé les tigres anatoliens, les entrepreneurs de l'Anatolie, très opposés idéologiquement aux Turcs blancs, aux kémalistes d'Istanbul, des grandes métropoles d'Istanbul et Ankara, ont pris leur revanche. Et cette revanche, aujourd'hui, s'appelle M. Erdogan. M. Erdogan est le pur produit de cela. M. Erdogan était salué de son arrivée au pouvoir jusqu'à 2014. Économiquement, la Turquie, il y a des booms. 5% de croissance annuelle. Le FMI, ils étaient magnifiques, quoi. La Turquie, oui, mais elle devient islamiste. Et la laïcité, oui, mais il y a de la croissance. Il y a de la croissance. La croissance excuse tout, parfois, aussi. Alors, comment envisager un salut pour notre politique étrangère française? Déjà, j'y reviens encore à la naïveté. Aparté, mais dans un exemple que je voulais mettre en introduction, dans la naïveté, et récemment, on a eu M. Feckel, le secrétaire, Mathias Feckel, le secrétaire au commerce extérieur français, qui a invité sur France Info parler des négociations du traité transatlantique. Il dit, oui, les Américains sont durs. Les Américains sont durs. Il a fallu 13 rounds de négociations pour comprendre que les Américains étaient durs. Alors encore, c'est lent. Je ne sais pas si les socialistes sont plus lents que les autres, mais c'est lent. Les Américains sont durs. À ce stade, nous n'allons pas signer dans le mandat de négociation. Pourquoi? Parce que les Américains ne veulent pas jouer la réciprocité à l'ouverture de leur marché public. Et eux, ils ont des lois, ils ont le Buy American Act, ils ont le Small Business Act. Ils ne veulent pas ouvrir aux entreprises françaises, allemandes, leur marché public. Bon, par contre, nous, on les ouvre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la France est coincée dans ces négociations à travers la Commission européenne, est coincée dans l'Union européenne. Et moi, ce que je vois personnellement comme nouvelle politique, pas nouvelle politique étrangère, parce que ce n'est pas vraiment novateur, ça serait du bon sens. Ça serait une doctrine du désarrimage. La France, pour sauver son intégrité territoriale en Europe, sa place en Europe, doit se désarrimer de l'Europe, voire plus loin, voire ses possessions d'outre-mer, voire revoir sa politique maritime, arrêter de mener une politique contre-productive au Moyen-Orient, s'appuyer sur des pays avec une longue culture, une longue civilisation, qui seraient capables de respecter la nôtre. J'espère que notre relation avec l'Iran, qui est maintenant réintégrée partiellement, je pense que la course contre la montre est lancée, parce que si Hillary Clinton passe en 2016, on aura certainement le retour d'une attitude encore plus belliqueuse, qu'elle avait dit qu'elle allait oblitérer l'Iran. J'attends de voir, hein. Il suffit que les Russes livrent des S-400 et l'oblitération passera à la trappe. Hein. C'est ça la réalité, ça a été la réalité pour la Syrie, donc ça sera la même réalité pour l'Iran. S'appuyer sur les piliers historiques de l'Iran et j'espère l'Égypte, mais l'Égypte est dans la nasse financière saoudienne, c'est un problème. Le président Poutine, comme nous, s'est rapproché de l'Égypte,
Mais je pense que le président Poutine doit bien rire de la France parce que lui-même a pris le rôle qu'aurait pu avoir la France au Moyen-Orient. Il fait typiquement le médiateur. Il ne veut pas être perçu pro-chiite, il discute d'armement avec l'Arabie Saoudite, il discute d'armement avec l'Égypte. Il dit, les missiles iraniens Saab vous font peur, on peut vous livrer des missiles sol-sol, on peut coopérer dans le nucléaire civil. Pourtant, il y a des énormes différends, notamment sur la question syrienne. Un peu moins sur la question pétrolière, parce que je pense qu'ils vont se mettre d'accord pour essayer de faire remonter un peu le prix du baril, car la trésorerie saoudienne ne survivra pas 5 ans à ce rythme. Donc les prix, pour connaître un rebond classique, automatique, je pense d'ici 5 ans, on atteindra le retour des 70 $, 80 $. Prendre conscience aussi, au Moyen-Orient toujours, de la défense de son modèle. Pendant des années, les pays du Moyen-Orient avaient un modèle français, le modèle de l'État laïque, plutôt laïque, avec tous les degrés de la laïcité à l'arabe, notamment en Syrie ou en Égypte, sous Nasser ou sous l'Égypte des Assad. Là aussi, où nous rentrons en compétition avec les Américains. Nous avons un modèle État laïque européen. Les Américains viennent voir, notamment les frères musulmans, et les gouvernements qu'ils aident à mettre en place, il leur dit « Arrêtez cet État. Nous allons faire du religious building ». Donc ils avaient fait du nation building en Afghanistan et dans les Balkans. Maintenant, ils veulent faire du religious building. Ça veut dire que nous sommes comme vous. Nous aimons faire des affaires et nous croyons en Dieu. Nous ne sommes pas des séculaires, dégénérés européens. Soit dit en partant, eux, ils promeuvent le postmodernisme en Europe. Donc chaque théâtre, son action. En Afrique, la France doit repenser aussi sa relation avec les pays d'Afrique francophone, où les Américains sont de plus en plus présents. Ils vendent auprès des Français la mutualisation des moyens, le partage des renseignements contre le terrorisme islamiste, notamment dans la bande sahélo-saharienne. Ce qu'on constate, c'est que les Américains ne pensent jamais la coopération sans la compétition. Nous l'avons vu dans les années 90, lorsque l'administration Clinton a évincé la France de toute une partie de l'Afrique centrale, d'abord de l'Afrique des Grands Lacs, pour faire un pivot vers toute l'Afrique centrale à travers la RDC, le Zaïre. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a fait son discours de Dakar en 2007, encore un génie qui lui a écrit, a dit que l'Afrique était sortie de l'histoire, a fermé les bases françaises en Afrique. Qui a repris les bases françaises en Afrique? Les Américains ont des stations pour le partenariat en Afrique sur tout le golfe de Guinée, de Dakar à la RDC. Donc la base de Dakar, ce sont des frégates américaines qui mouillent maintenant à la base de Dakar. Et l'aéroport de Dakar est ouvert aux gros porteurs, aux C-130 américains, qui livrent du matériel, qu'ils organisent au sein de Africom, le commandement intégré africain pour l'Afrique, de nombreux exercices de coopération interétatique, de lutte contre le terrorisme. La France est en retrait. La France est en retrait sur tout le plan global. Par contre, ce qui est contre-productif, c'est elle qui a la plus grande visibilité militaire. C'est elle qui intervient en Centrafrique, directement avec son armée. C'est elle qui intervient au Mali, directement avec son armée. Les Américains se cantonnent à faire des patrouilles de drones et à donner quelques renseignements, si ACMI se déplace ou pas. Les Africains y perçoivent quoi? Ils perçoivent un nouveau néocolonialisme français. La France-Afrique n'est pas morte. L'Amérique-Afrique est un fait. Mais la France-Afrique est toujours le sujet de prédilection, en cela bien aidé par les amis de M. Plenel, qui continuent à alimenter cette idée que la France contrôlerait tout en Afrique. Et les Américains insistent sur ce sujet. Alors les Américains disent, vous voyez, nous ne vous colonisons pas. Eux, ils colonisent monétairement le monde, mais ils disent à l'Afrique que c'est la France qui la colonise monétairement, à travers les problèmes pour les économies africaines d'un franc CFA qui est payé à 1 euro trop fort. Donc déjà, les Américains savent jouer sur ça. La France perd pied. La France est en recul dans le monde de la francophonie. Nous avions invité avec le Cercle Aristote Ilyes Zahouri, qui avait fait un manuel, un petit dictionnaire de la francophonie qui montre parfaitement que c'est un théâtre d'avenir, que nous devons réinvestir massivement. Je ne dis pas qu'il faut
ne plus dialoguer avec nos partenaires européens, il faut y dialoguer, mais il ne faut pas se laisser prendre dans la NAS bruxelloise. La NAS qui, au final, risque de transformer la France en Grèce. Enfin, sur les thématiques sécuritaires, en finir avec l'islam que je considère l'islam volatile, l'islam désincarné, l'islam non enraciné, qui arrive à commettre des attentats au Moyen-Orient, en Europe, Bruxelles, Paris, en finir avec une doctrine que, paradoxalement, des penseurs français ont aidé les Américains à élaborer. En 1960, nous sommes tous de la stratégie afghane de Brzezinski, en 1979, d'alimenter les islamistes, d'alimenter l'islam en Afghanistan pour contrer l'invasion soviétique. Mais au sein de son Conseil de sécurité nationale, Brzezinski avait créé un groupe de travail sur les nationalités musulmanes, Sud-Caucase, Asie centrale. Ce groupe était dirigé par quelqu'un qui s'appelle Paul Enze, et Paul Enze était lui-même l'élève d'un professeur russe blanc qui avait enseigné pendant plus de 10 ans à l'école des hautes études en sciences sociales, qui s'appelle Alexandre Bennigsen. Alexandre Bennigsen a inspiré la doctrine de l'utilisation de l'islam volatile sur tout ce qu'on a appelé l'arc de crise à partir de 1979 dans la doctrine de Bernard Lewis, de l'islamologue britannique Bernard Lewis, ou de ce qu'on a appelé la ceinture verte. Toute la ceinture verte qui part de l'Afrique, du Maroc au Pakistan, en passant aussi par les Balkans et le Caucase. En finir avec les postulats énoncés par cet Alexandre, et en finir avec l'autre Alexandre, qui a aidé à l'application de cette doctrine, qui était le directeur à l'époque, le patron du SDEC, qui était Alexandre de Maranche, qui avait collaboré, qui avait lui-même soufflé l'idée d'ouvrir de nombreux bureaux de recrutement islamique à l'époque au directeur de la CIA du président Reagan, qui était William Casey. Tous les deux se connaissaient car ils étaient tous les deux chevaliers de Malte. Ils appartenaient à l'ordre du chevalier de Malte. Il avait inspiré cette doctrine de l'islam volatile, et je pense que cette doctrine, avec l'Afghanistan, dans les années 80, que nous avons réactualisée, si bien que maintenant nous avons nos Syriens, après nos Arabes afghans qui ont été partout pendant plus de 20 ans, maintenant nous aurons nos Syriens qui vont aller faire des attentats. Et la France était encore aux premières loges, en 2011, en faisant des deals avec le Qatar et avec M. Davutoglu, qui sentait que l'Empire ottoman pouvait descendre de plus en plus et s'emparer de la Syrie, car ce projet de Bachar el-Assad, de carrefour énergétique, de la stratégie des 4 mers que Bachar el-Assad avait énoncée en 2009, était très dangereuse pour la Turquie parce qu'elle a court-circuité des routes énergétiques. Je pense que la France doit tourner la page qu'elle a ouverte dans les années 70 d'une forme de soutien à l'islam politique et l'islam volatile pour sa propre sécurité. La France doit se désarmer du continent. La France ne doit pas suivre de plus en plus et s'aligner alors que les Américains, par la double projection économique qu'ils sont en train de faire, sur l'est de l'Asie, par le traité transpacifique, sur l'ouest de l'Europe, par le traité transatlantique, en train d'étirer l'Eurasie un maximum, nous devons avoir une marge de manœuvre beaucoup plus forte, parce que les acteurs avec lesquels nous devrons traiter, eux seront libres, à nous de l'être. Merci.